Donc, ce webinaire, en fait, il va durer 30 minutes. Donc, je vais vous le présenter sur une vingtaine de minutes et les 10 minutes restantes, je vous propose de faire des questions-réponses si vous avez des points que vous souhaitiez éclairer. Après, bon, ce que je vous propose, c'est de faire, comme on le disait, notamment avec toi, Laurent, un point spécifique avec Christelle dans un autre créneau. Donc quelques petits rappels. Bon, j'ai vu que vous avez coupé vos micros. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose soit de les poser dans le chat, je les reprendrai, et puis ou sinon effectivement d'en discuter à la fin de la réunion. Alors, juste pour commencer, déjà, je voulais vous dire un petit peu que ce webinaire, c'est aussi une démarche d'équipe, parce qu'on est une équipe de conseillers qui travaillons ensemble dans je dirais, dans un esprit hyper ouvert, hyper convivial et constructif, hein. On fait d'ailleurs de temps en temps, et je crois que tu l'avais vu aussi, Laurent, lors de précédents webinaires, on anime des webinaires en commun. Clairement, aujourd'hui, notre mission, elle est bien sûr de travailler et de gagner sa vie, mais elle est aussi et surtout, et ça c'est une vraie caractéristique aussi de notre équipe de conseillers, c'est vraiment aussi de donner une éducation financière à nos clients et même au plus grand nombre, hein. C'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que on ne connaît pas forcément tout le monde, mais au moins l'idée c'est vraiment de partager aussi cette éducation, parce qu'on pense que c'est important, surtout dans le contexte actuel, d'avoir les bonnes bases aussi pour travailler et pouvoir, je dirais, s'enrichir et, euh, et développer son patrimoine. Alors, peut-être une chose avant de commencer, avant de parler des différents dispositifs patrimoniaux, c'est déjà de voir avec vous pourquoi est-ce qu'on parle d'investissement immobilier à crédit. Pourquoi on parle d'immobilier locatif comme étant le principal levier d'enrichissement. Je vais prendre simplement un exemple. Si on fait un investissement immobilier sur 15 ans, qu'on revend au bout de 15 ans, mais sur lequel on fait un emprunt au bout enfin, sur 25 ans. Par exemple, en général, je prends l'exemple de Toulouse, sur Nice, ça doit être un petit peu près pareil. On peut acheter un T2, T3 pour 235 000 euros. Donc, sur 25 ans, on est sur des niveaux de taux de 2%. J'ai pris un petit peu plus large, mais on va dire on est sur cette gamme de taux. On est à peu près sur des mensualités de l'ordre de 1 000 euros par mois, toujours sur 25 ans, qui se répartit en moyenne sur 700 euros de capital et environ 300 euros d'intérêt. Donc, c'est une moyenne, hein, parce qu'au fur et à mesure des différentes échéances, la partie capital augmente et la partie intérêt diminue, mais c'est une moyenne. Donc, on met ce bien en location, en général, on est sur des niveaux de location entre 650 et 700 euros. Ça veut dire que la vraie participation nette en tant qu'investisseur, elle est non plus de 1 000 euros, mais elle est de 1 000 moins 700, c'est-à-dire 300 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les 300 euros de participation que l'investisseur va mettre pour payer les mensualités de son bien, elles vont lui permettre, en fait, de payer le capital de 700 euros. Ça veut dire quoi? Parce que la différence, donc, étant payée par l'investisseur, par le locataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si on avait une entreprise qui nous donnait un abonnement de 400 euros par mois. Et c'est ça un petit peu tout l'intérêt de l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire que globalement, on paye qu'une petite fraction. Et on voit notamment, si on part sur des investissements en Pinel, si on retire la part du locataire que paye le locataire et que l'État aussi subventionne, en gros, la part de l'investisseur, finalement, elle ne représente en moyenne qu'entre 20 et 25% du prix du bien. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant et qu'il faut bien avoir en tête. Donc si je continue, en fait, si ce bien, donc comme je disais, on fait un emprunt sur 25 ans, mais si on le revend au bout de 15 ans, en gros, on prend une estimation haute et basse, on va dire, si on le revend entre 200 et 250 000 euros, le capital restant dû au bout de 15 ans, il est à peu près de 200 000 euros. Ça, c'est une estimation qu'on fait, hein, par rapport aux échéanciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création de richesse, elle est entre 100 et 150 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, si on fait le bilan, on a, par rapport à nos versements mensuels, on s'est enrichi de 100 à 150 000 euros. Donc ça correspond à un taux de rendement interne, un TRI, entre 7 et 12%. Donc le TRI, en fait, c'est le taux de rendement, c'est-à-dire combien
ça vous rapporte, ça nous rapporte en moyenne tous les ans. Donc, autant dire que par rapport aux autres niveaux de, on va dire, placement, si je prends par exemple l'exemple du livret A aujourd'hui qui rapporte 0,5% ou de l'assurance vie en euros qui est plutôt entre 1 et 1,5, on est sur des niveaux qui sont entre 15 et, enfin, entre, on va dire, entre 3 et 5, 5 fois plus que ces investissements-là. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, l'immobilier locatif à crédit, c'est un vrai vecteur d'enrichissement. Et ça, quels que soient les différents types de placements, on va en discuter tout de suite. C'est vraiment le principe qui est extrêmement intéressant de ce type d'investissement. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter déjà les différentes familles d'immobilier. Donc, on en a 4. La première, donc, c'est ce qu'on appelle l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier pour sa résidence principale. Donc, c'est, je dirais, la première étape d'enrichissement pour se constituer un capital. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, c'est-à-dire comme toute personne qui, en général, démarre dans la vie, bah, le premier investissement à faire pour se constituer un patrimoine, c'est vraiment la résidence principale. Après, il y a des exceptions, effectivement, quand on est sur Paris et quand on n'est pas forcément sûr de rester plusieurs années. Donc là, effectivement, dans des cas bien spécifiques, il est préférable de louer. Mais je dirais dans la grande majorité des cas, et encore plus aujourd'hui avec des niveaux de taux qui sont extrêmement bas, il est clairement préconisé déjà d'investir sur sa résidence principale. En parallèle de ça, l'autre type d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'immobilier pour l'investissement classique, pour se constituer des revenus locatifs. Donc là, on parle plutôt des locations nues ou des locations en meublé non professionnel. Donc là, je vais revenir tout à l'heure justement sur ce type d'investissement. Donc ça, c'est le deuxième type d'investissement dans l'immobilier. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'immobilier pour la défiscalisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'immobilier qui vont permettre effectivement d'avoir des revenus, mais ces revenus, on va pas être imposé dessus parce qu'on va effectivement déduire les intérêts et les charges. Donc dans la grande, on va dire en général, on a un niveau d'imposition qui est faible pour ça, mais en plus de ça, ce type d'investissement, il va permettre de défiscaliser, donc ça veut dire de retirer une partie des revenus enfin d'impôt sur les revenus, sur les revenus du travail. Concrètement, aujourd'hui, sur un couple, un foyer qui paye 4 000 euros d'impôts par an, si on achète un immobilier, par exemple locatif, sous la loi Pinel, de l'ordre de 200 000 euros, on peut déduire 2% par an de ce revenu, c'est-à-dire 4 000 euros. C'est-à-dire que si on achète un bien à 200 000 euros en Pinel, on peut déduire pendant plusieurs années, donc 2%. C'est-à-dire que quelqu'un qui est imposé à 4 000 euros, il ne paiera pas d'impôt pendant les premières années. Après, donc il y a un niveau ça se décrémente au bout entre 9 et 12 ans, mais les 9 premières années, on est complètement défiscalisé. Donc ça, c'est le deuxième type d'investissement. C'est quelque chose qui est assez courant pour ceux qui payent les impôts. Le quatrième type d'investissement immobilier locatif, c'est ce qu'on appelle la SCPI. Donc la SCPI, c'est quoi? C'est SCPI, donc ça veut dire Société civile de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. Le principe, en fait, il est relativement simple, c'est-à-dire qu'on a une société de gestion qui investit des différents immeubles. Ça peut être des crèches, ça peut être des locations, ça peut être des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce, ça peut être des cliniques aussi. Et en fait, l'investisseur, finalement, va investir une petite fraction de cette part-là. Donc, l'avantage de ce type de biens, c'est que c'est des biens qui ont des tickets d'entrée en général de quelques milliers d'euros. Donc, on peut, on va dire, faire des prêts immobiliers comme on peut l'avoir sur du Pinel, enfin sur de la défiscalisation ou de l'immobilier d'investissement classique. Par contre, les tickets d'entrée sont beaucoup plus bas. L'avantage de ce type de bien, c'est que ça répond vraiment à des objectifs de sécurité puisqu'on a des loyers qui sont, je dirais, garantis tous les 3 mois. Enfin là, en l'occurrence, sur la SCPI, c'est tous les 3 mois, avec je dirais, auxquels ont été déduits tous les frais de gestion, de vacances locatives, etc. Donc ça permet, je dirais, une gestion beaucoup plus sûre en termes d'investissement immobilier.
Bon, j'en parlerai lors d'un autre webinaire parce que ça demande vraiment un peu plus de temps pour entrer dans le détail. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir en résumé, c'est qu'on a en gros deux univers dans la gestion immobilier locatif. D'une part, on a l'immobilier géré et d'autre part, l'immobilier direct. Donc dans l'immobilier géré, on a ce qu'on appelle les biens qui sont en démembrement, donc soit en usufruit, soit en nue propriété. C'est-à-dire qu'en fait, on détient une partie du bien. La propriété, elle se sépare entre la partie usufruitier, donc celui qui ususe, qui jouit du bien, et l'autre qu'on appelle la nue propriété, qui est celui qui détient le bien, mais qui n'en a pas la jouissance. Donc, l'avantage en fait de ce type de bien, c'est qu'on n'en paye qu'une fraction suivant qu'on veut être nu propriétaire ou usufruitier. Donc, je reviendrai pareil sur ça. Il y a aussi des avantages sur ce type d'investissement. Le deuxième, je dirais, produit dans la partie des solutions immobilières, c'est ce qu'on appelle les locations meublées non professionnelles. Alors, dans les locations non professionnelles, il y en a plusieurs, mais là, en l'occurrence, je parle des résidences étudiantes, des résidences médicalisées, donc EHPAD, et également, je ne l'ai pas mis là, mais c'est des résidences d'affaires. Donc, dans ce cas-là, en fait, le bien est loué à un locataire bailleur qui va en fait louer le bien pendant des durées en général entre 9 et 15 ans et qui va vous garantir le paiement du loyer pendant une durée justement qui est en général à partir de 9 ans. Donc l'avantage pour l'investisseur, c'est que il est garanti sur ce loyer. Alors, à la petite remarque près, c'est qu'on a vu, si vous lisez un petit peu la presse, il y a quand même eu il y a eu des litiges effectivement entre les investisseurs et ces locataires bailleurs, puisque avec la crise du Covid, il y a eu effectivement des dénonciations justement du bail, puisque ces locataires bailleurs n'étaient pas forcément complètement rémunérés ou partiellement, donc ils avaient dénoncé ce bien-là. Donc, c'est vrai qu'il faut être très sélectif aussi sur les types de biens, sur les localisations, mais je dirais en général, dans la grande majorité des cas, ça se passe quand même bien. Voilà, le dernier qui est géré, qui est aussi un bien géré, c'est ce qu'on appelle les SCPI, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc l'avantage, c'est que c'est des biens qui sont pilotés, qui sont gérés par une société de gestion et voilà, qui gère, lui, je dirais, une dizaine ou même plusieurs dizaines de biens. Donc ça, c'est pareil pour l'investisseur, c'est une vraie sécurité puisqu'il ne s'occupe de rien. Donc ça, c'est sur la partie immobilier géré. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle l'immobilier direct. Donc on a la location nue. Alors quand on dit direct, ça veut dire que c'est le locataire qui le gère. Maintenant, le locataire est tout à fait, enfin le locataire, pardon, l'investisseur le gère. Maintenant, il peut très bien aussi le mettre en gestion auprès de sociétés de mandataires de gestion, de gestionnaires, et finalement on n'a pas aussi besoin de gérer le bien. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui dépend du locataire. Donc location nue, ancien, donc ça c'est le premier type de solution en direct. Le deuxième, c'est pareil, la location Pinel, comme je disais à l'instant. Donc c'est une solution de défiscalisation qui a le même principe de fonctionnement. Donc on touche des loyers d'un locataire et après le bien peut être déduit sur une partie de l'investissement. Le troisième type de bien, c'est du LMNP, donc location en meublé non professionnel. Par contre, contrairement aux deux autres, celui-là, c'est dans le secteur de la colocation. Et là, sur ce type de bien, c'est un bien aussi qui peut être géré en direct par l'investisseur, sachant que, pareil, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, on passe quand même par une société de gestion. Mais c'est aussi une possibilité. Et le dernier type d'investissement dans tout ce qui est direct, c'est ce qu'on appelle le dispositif Malraux. Donc c'est un peu le même principe, c'est un petit peu un mix entre le Pinel et la location ancien, puisque c'est en fait on investit dans une rénovation, dans un bien à rénover. Par contre, ça s'adresse en général à des revenus qui sont très lourdement imposés de plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque on a une part de travaux de rénovation qui est quand même extrêmement importante. Donc qui demandent des mises d'entrée d'investissement qui sont aussi élevées. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter les différentes solutions immobilières, les deux univers. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, et c'est là où c'est intéressant en termes de
de comparatif de solutions. Donc, si on compare, j'ai repris un petit peu tous ces biens, enfin en tout cas les principaux, et j'ai essayé de donner un petit peu un avis sur différents critères. Et tout à l'heure, je vous montrerai ça un peu plus dans le détail avec des chiffres. Si on regarde au niveau de la rentabilité, aujourd'hui, clairement, ce sont des investissements comme la colocation, comme les SCPI, comme les lois Pinel qui proposent, je dirais, les niveaux de rentabilité les plus intéressantes. On est aujourd'hui sur des niveaux qui vont entre 5 et 10%. Sur les locations en nue propriété, on ne touche pas de loyer hein, jusqu'à pendant la durée de l'investissement. On ne le touche que quand on devient plein propriétaire en récupérant l'usufruit. La partie aussi location en meublé géré type EHPAD offre aussi des niveaux de rendement qui peuvent être intéressantes, mais qui sont quand même un petit peu moins élevés que ce qu'on peut trouver en colocation SCPI ou en Pinel. Donc ça, c'est sur la partie rentabilité. La partie financement, aujourd'hui, on peut, alors ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce que maintenant c'est vrai que les banques demandent des garanties, mais en général, on arrive quand même à financer à 100% ces biens en ayant un apport nul ou quasi nul. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant si on n'a pas beaucoup de liquidité. Le troisième critère, en termes de rentabilité par rapport à la vacance locative, elle est surtout au niveau de ce qu'on disait sur tout ce qui était location gérée par des locataires bailleurs ou par des sociétés de gestion. Et c'est le cas notamment des résidences médicalisées type EHPAD ou étudiants ou business. C'est le cas aussi des SCPI. Alors sur les SCPI, on n'a pas une garantie totale, hein, mais on va dire que du fait que la société de gestion a investi dans plusieurs types de logements. En général, le risque, il a aussi intégré d'ailleurs les risques de vacances locatives. Dans sa rentabilité, je dirais que le risque est quand même très très faible. Et pareil pour la nue propriété, étant donné que c'est un bien aussi qui est géré, on a, je dirais, un niveau de vacances locatives qui est très faible. Voilà, donc ça, c'était sur la partie rentabilité. Si maintenant on regarde le côté plus sécurité, en termes de confort de gestion, là, clairement, pareil, on est toute la partie immobilier géré, donc type EHPAD et SCPI, permet justement de s'affranchir de tous les soucis de gestion, puisque d'une part, sur la partie EHPAD, le bien, en fait, est géré par le locataire bailleur, donc il ne gère rien, il ne touche que les loyers de ce locataire bailleur. Et pareil pour la SCPI, puisque la SCPI, la société de gestion qui gère la SCPI verse à l'investisseur tous les 3 mois l'équivalent du loyer qu'ils reçoivent donc du locataire. Et pareil, ces loyers sont nets puisqu'ils ont déjà déduit, comme je disais tout à l'heure, toute la partie frais de gestion, vacances locatives, etc. Donc, ce qui veut dire que ce que touche l'investisseur, c'est du net, il n'a plus à payer des frais dessus. Un point aussi intéressant, c'est sur le côté évolution du marché. Aujourd'hui, le marché de la colocation est vraiment, et là c'est pareil, ça fera vraiment l'objet d'un webinaire vraiment spécifique, est vraiment un secteur qui est en plein boom et qui répond à je dirais, à des vrais besoins de société, que ce soit d'un point de vue social, la recherche un petit peu justement du lien, hein, et on le voit encore plus avec la crise sanitaire qu'on connaît et qu'on a connue ces derniers mois, et aussi à des objectifs aussi en termes on va dire, de gains, enfin d'optimisation des coûts, puisque le principe de la colocation, comme le nom l'indique, c'est que on réduit les coûts, on partage justement le coût de l'appartement en colocation, notamment avec avec tout ce qui est frais d'entretien, tout ce qui est le partage de la cuisine, etc. Donc ça, c'est intéressant.
donc c'est un investissement aujourd'hui qui est en plein développement. Le secteur de la SCPI aussi est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment qui s'explique notamment sur la partie sécurité et confort de gestion. C'est vrai que bah, il y a beaucoup, j'ai aussi pas mal de clients investisseurs qui, eux, ne veulent pas s'embêter justement à savoir si effectivement le locataire va payer à l'heure, etc. Et c'est vrai que la SCPI répond vraiment à cette, on va dire à ce besoin, à cet objectif de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, en termes de biens physiques, ben, je dirais la plupart des biens sont des biens effectivement qui sont physiques, hein. L'investisseur investit dans des biens, que ce soit en location, en EHPAD et en Pinel notamment. La SCPI, il n'est finalement que propriétaire d'une partie du bien. Les biens existent bien physiquement, mais par contre, il n'en a pas la propriété à 100%. Donc, on va dire que pour lui, c'est pas un bien qui est forcément tangible. Voilà. Donc ça, on sait aussi que les Français sont toujours bien attachés au côté physique du bien. Bon, dans le cas de la SCPI, c'est pas le cas. En termes de bail, encore une fois, c'est vrai que la SCPI et la LMNP, notamment gérées, ont cette opportunité, cette possibilité justement de proposer des bails longue durée. Donc c'est vrai que c'est aussi un confort pour l'investisseur de savoir que les contrats vont être faits avec locataire-bailleur et souvent aussi avec les clients finaux sur une durée assez longue. Voilà. Après, en soi, c'est pas dans la durée, même pour un LMNP ou pour un Pinel, même si les bails sont de beaucoup plus courts, parce qu'on parle en général de 3 ans, je dirais, ça ne remet pas en cause la rentabilité du bien, puisque quand les biens sont bien situés, on arrive à retrouver un locataire en général assez rapidement. Voilà, le dernier point aussi important, c'est sur l'exonération des plus-values. Alors, pareil, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais en fait, le principe du LMNP, c'est qu'on peut amortir en fait sur les revenus du loyer, sur les revenus, en fait, le montant du prix du bien. Ce qui veut dire qu'en fait, sur la durée du prêt, les revenus ne sont pas imposables puisque viennent être déduits toute la partie charge, dont l'amortissement du bien. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à bien avoir en tête pour ce type d'investissement. Ok. Attendez, je crois que je regarde juste quelque chose. Il me semble que j'ai une personne qui... Ouais, je répondrai tout à l'heure sur ça. Ok. Donc là, si on fait la synthèse comparative des différents biens, donc si on regarde un plus concrètement avec des chiffres, attendez, check. Donc, en termes de montant d'investissement, donc en général, sur ces types de biens, là, ce qu'on est sur des biens physiques, les tickets d'entrée sont en général à partir de 100 000 euros. On est un petit peu plus quand on est sur du Malraux, parce que comme je vous le disais, on est aussi sur des niveaux de fiscalité, donc d'amortissement, enfin de déduction qui sont plus élevés, ça s'adresse plus à des revenus beaucoup plus conséquents. Donc, on est généralement, il faut partir sur des biens à partir de 100 000 euros, voire 200 000 dans certains cas. Une remarque toutefois, la SCPI, pour l'investissement SCPI, les tickets d'entrée sont beaucoup plus faibles puisqu'on peut investir quelques milliers d'euros, voire même dans certains cas, j'ai mis plus avec que 10 000, mais on peut avoir des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros, même dans certains types de SCPI. Donc ça, c'est intéressant pour commencer, je dirais, à rentrer dans le secteur de l'immobilier à faible ticket d'entrée. En termes de rentabilité sur les loyers, alors c'est pas la rentabilité finale, hein, c'est celle la ligne qui est au-dessous, hein, c'est le TRI, mais en termes de loyer, là on voit que sur les SCPI et sur les LMNP, on est sur des niveaux quand même de l'ordre de 4 à 5%.
Donc, ça reste quand même des investissements intéressants. Par contre, ce qui est vraiment important pour l'investisseur, c'est surtout le niveau de rendement, c'est-à-dire son taux de rendement interne, qui est le rendement net du bien, qui va justement justifier de la pertinence de l'investissement. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui ressort clairement, c'est des investissements type colocation, donc le LMNP en colocation, où on a des niveaux de rendement qui en général varient de 5 à 10%. Et là, on parle de taux de rendement sans évolution du prix du bien, parce que si bien sûr le bien en plus évolue, je dirais, on peut avoir des niveaux de rendement bien plus importants. Mais déjà, on est sur, à ISO tarif, hein, ISO prix, on est sur des niveaux de rendement sur le Pinel qui va pareil de 5 à 8%. Alors, bien sûr, il faut être sélectif, hein, sur le prix, sur la localisation, mais ça, c'est aussi moi mon travail de le sélectionner pour mes clients. Et sur les SCPI, on est sur des niveaux de 6 à 8% à partir du moment où ben, on fait de l'investissement, je dirais, avec un prêt immobilier. Pareil sur la partie exploitant, donc type EHPAD, résidence médicalisée ou business, on est sur des niveaux de 8%. Sur la partie fiscalité, aujourd'hui, on est au titre tout ce qui est LMNP, on est au titre des bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire que c'est le principe de déduction des prix immobiliers sur les loyers. C'est ce que je vous expliquais à l'instant en termes de process. Sur tous les autres investissements, on est au niveau de la tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire que dès que on a des revenus qui sont supérieurs aux charges, là, effectivement, ça rentre, c'est réintégré au niveau de la tranche marginale d'imposition. Donc, il faut aussi bien le calculer en amont. En termes de fiscalité, elles sont toutes, hein, du fait que ce sont des investissements immobiliers, on est soumis à la plus-value immobilière qui est en général qui est calculée, en fait, qui est déductible en fonction de la durée d'investissement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà de 22 ans, on ne paye plus d'impôts sur la plus-value et au-delà de 30 ans, on est aussi affranchi de la plus-value sur tout ce qui est les charges sociales. Voilà, en termes d'avantages fiscaux, on peut déduire jusqu'à 21% des revenus imposables pour le Pinel, 30% pour la partie Malraux. Et sur la nue propriété, en fait, le bien, du fait qu'on n'achète qu'une partie du bien, puisqu'on est connu propriétaire, on peut déduire sur le prix d'acquisition 40% du bien. Voilà. Sur la partie des travaux, donc effectivement, lorsqu'on achète des biens anciens, c'est là où effectivement où les risques sont les plus élevés, puisque il faut bien maîtriser les prix des travaux en amont pour éviter effectivement d'avoir des surcoûts qui vont aussi, on va dire, avoir un impact sur la rentabilité. Par rapport au SCPI ou LMNP, notamment exploitant, c'est l'exploitant effectivement qui prend en charge les travaux dans la plupart des cas. Et sur la SCPI, les travaux ont déjà été pris en compte dans la rentabilité. Donc en général, il n'y a pas de mauvaises surprises par rapport à ça. Voilà. Et puis sinon, en termes de financement, là, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des financements sont pris en charge par les entreprises bancaires.